Des chercheurs d'Oklahoma State ont créé un système qui connecte votre cerveau à un robot via un simple casque EEG. Résultat, quand le robot fait une erreur, votre cerveau le détecte et lui envoie un signal d'arrêt en 300 millisecondes. 300 millisecondes avant que votre main atteigne le bouton d'urgence. On vous explique le mécanisme complet à la fin. Mais d'abord, dans la robotique, ça a été complètement ridicule ces derniers jours. La Corée du Sud a sorti un humanoïde qui court, saute, joue au foot et fait le moonwalk. La Chine a poussé ses robots encore plus loin dans le tennis et le sprint. Des chercheurs ont créé un robot nageur propulsé par de vrais muscles d'huîtres vivantes. Et à Oklahoma State, on apprend à un robot à lire votre cerveau. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est vraiment le bon moment. On est là tous les jours pour vous garder une longueur d'avance. C'est parti. On commence en Corée du Sud avec une démonstration qui a scotché tout le monde. L'Institut KAIST, l'équivalent coréen du MIT, l'une des meilleures institutions scientifiques d'Asie, vient de présenter son humanoïde version 0.7. Et ce robot fait des choses qu'on ne s'attendait pas à voir si tôt. Il court à 12 km par heure, il saute, maintient son équilibre sur terrain accidenté, prend des tirs au but avec précision. Et pour finir, il exécute un moonwalk parfait. Pas une imitation approximative, un moonwalk fluide, rythmé, reconnaissable au premier coup d'œil. Pour comprendre pourquoi c'est impressionnant, il faut saisir le problème de base. Faire tenir un robot sur deux jambes est déjà un défi énorme. Nos jambes sont des systèmes extraordinairement complexes. Elles s'adaptent en permanence, absorbent les chocs, redistribuent le poids en quelques millisecondes. Reproduire ça mécaniquement, c'est l'un des problèmes les plus difficiles de la robotique. La plupart des robots actuels tombent au moindre obstacle inattendu. Ce qui rend le KAIST particulièrement remarquable, c'est d'abord son niveau d'indépendance technologique. L'équipe a développé tous les composants en interne. Les moteurs, les boîtes de vitesse, les algorithmes de contrôle. Rien de sous-traité à des fournisseurs tiers. Pourquoi c'est important ? Parce que ça signifie que chaque pièce est optimisée pour travailler avec les autres. Comme un athlète qui a construit son corps de façon cohérente versus quelqu'un qui assemble des équipements disparates. Pour entraîner le robot, les chercheurs ont utilisé du Deep Reinforcement Learning combiné à des données de mouvement humain réels. Concrètement, le robot apprend dans un simulateur numérique en reproduisant les patterns de mouvement d'un humain. Il essaie, échoue, ajuste, réessaie, des milliers de fois par heure jusqu'à maîtriser chaque geste. C'est la même logique qu'AlphaGo, qui apprend à jouer aux échecs en jouant contre lui-même, sauf qu'ici, c'est un corps physique qui apprend à bouger. Mais le détail le plus fascinant est ailleurs. Ce robot navigue sur terrain irrégulier uniquement par proprioception, c'est-à-dire en sentant son propre corps, sans caméra ni capteur visuel. La proprioception, c'est ce sens que vous utilisez quand vous marchez dans une pièce sombre. Vous ne voyez rien, mais vos pieds sentent le sol, vos muscles enregistrent chaque variation, votre cerveau recalcule votre équilibre en permanence. Ce robot fait la même chose, mécaniquement. C'est pas un gadget de laboratoire, c'est un robot conçu pour fonctionner dans des environnements industriels réels. Des entrepôts mal éclairés, des chantiers poussiéreux, des sites où la visibilité peut être nulle. Et il fait le moonwalk en bonus. Et la Chine, elle, n'est pas en reste parce qu'elle a emmené ses robots directement sur un court de tennis. Des chercheurs des universités de Tsinghua et Pékin ont présenté l'ATAN, un système qui permet à un robot humanoïde Unitree G1 de rallier des balles de tennis en temps réel contre un joueur humain. Pas juste frapper une balle lancée lentement, rallier, échange après échange, coup droit, retour de service, balle haute. Pourquoi le tennis est-il un défi particulièrement difficile pour un robot ? Parce que tout se passe vite et de façon imprévisible. Une balle de tennis peut voyager à plus de 100 km par heure. Le robot doit la voir, calculer sa trajectoire, positionner son corps, ajuster son bras, tout ça en une fraction de seconde, et recommencer immédiatement. Pour un humain, ce sont des réflexes forgés sur des années. Pour un robot, chaque coup est un problème de physique, de vision et de contrôle moteur à résoudre en temps réel. Ce qui est remarquable dans l'ATAN, c'est comment ils ont entraîné ce robot. Seulement 5 heures de données de mouvements fragmentés collectées dans un espace 17 fois plus petit qu'un cours standard. Pensez-y, la plupart des systèmes d'apprentissage automatique ont besoin de quantités massives de données pour fonctionner. Ici, les chercheurs ont développé une architecture qui reconstruit des séquences de jeu complètes à partir de données fragmentaires et d'un espace réduit. Le résultat ?
jusqu'à 96% de succès sur les coups droits en simulation. Ce que ça résout en profondeur, c'est un problème fondamental de la robotique qu'on appelle l'efficacité des données. Comment apprendre des comportements physiques complexes avec le moins de données possible dans des espaces contraints. C'est exactement ce dont vous avez besoin pour déployer des robots dans des environnements réels. Vous ne pouvez pas recréer un entrepôt entier pour apprendre à un robot à y travailler. Vous ne pouvez pas simuler chaque chambre d'hôpital possible. Vous avez besoin d'un robot qui généralise à partir de peu. Et c'est ce que Lathan commence à faire. Toujours en Chine, mais cette fois ce n'est plus le tennis, c'est le sprint. L'université du Zhejiang vient de présenter Bolt, un humanoïde conçu spécifiquement pour repousser les limites de la locomotion bipède rapide. Pour comprendre l'enjeu, un peu de physique. Quand un humain court, son corps fait quelque chose de très sophistiqué. Il transforme l'énergie potentielle en énergie cinétique à chaque foulée, utilise l'élasticité des tendons comme des ressorts naturels, et maintient un centre de gravité en mouvement constant sans jamais tomber. C'est ce qu'on appelle la stabilité dynamique. Le corps n'est jamais vraiment stable au sens statique, il est en déséquilibre contrôlé permanent. Les robots, jusqu'ici, avaient du mal à reproduire ça efficacement à haute vitesse. Bolt y répond directement. Là où Keist travaille sur la polyvalence, l'équipe de Zhejiang pousse la limite de vitesse et de fluidité. Les bras oscillent de façon coordonnée, le centre de gravité se déplace selon les bons patterns, la foulée ressemble à celle d'un athlète humain, pas à celle d'une machine rigide qui martèle le sol. L'objectif n'est pas de faire courir des robots pour le sport. C'est de résoudre les problèmes de transfert d'énergie et de stabilité dynamique qui pénalisent encore les robots dans les tâches du monde réel. Un robot qui maîtrise la course à haute vitesse dispose d'une réserve de capacité motrice très large. Conséquence directe, ce même robot est plus à l'aise pour monter des escaliers, réagir à un sol glissant, transporter une charge lourde en mouvement. C'est comme apprendre à courir un 100 mètres pour mieux gérer les situations ordinaires. 3 pays, 3 approches différentes et les robots deviennent athlètes. Mais attendez, parce que la suite sort complètement des sentiers battus. Des chercheurs de l'Université nationale de Singapour viennent de publier quelque chose qui repose fondamentalement la question de ce qu'est un robot. Ils ont créé un robot nageur propulsé par de vrais muscles d'huîtres vivantes. Pas des moteurs électriques, pas des actionneurs pneumatiques ou hydrauliques, de vraies cellules musculaires biologiques prélevées sur des huîtres, cultivées en laboratoire, puis intégrées dans une structure mécanique souple. Le robot nage en contractant ses cellules, exactement comme un animal marin le ferait. Pour comprendre la rupture que ça représente, pensons aux robots traditionnels. Leurs moteurs consomment beaucoup d'énergie, chauffent, s'usent, produisent des vibrations. Ils sont efficaces mais bruyants mécaniquement. Les muscles biologiques, eux, fonctionnent d'une façon fondamentalement différente. Ils se contractent grâce à des réactions chimiques, consomment très peu d'énergie, s'adaptent naturellement à leur environnement et produisent des mouvements d'une fluidité que les machines ont du mal à reproduire. Pourquoi les huîtres spécifiquement ? Parce que leurs cellules musculaires ont des propriétés particulièrement intéressantes pour ce type d'application. Elles sont robustes, elles survivent dans des conditions variées, elles sont faciles à cultiver en grande quantité en laboratoire, et elles sont très efficaces énergétiquement. L'Ostrabot est ce qu'on appelle un robot biohybride, moitié mécanique, moitié vivant. Une catégorie de recherche qui commence à peine à émerger. Les applications potentielles sont sérieuses. Exploration de fonds marins dans des zones inaccessibles aux robots conventionnels, surveillance d'écosystèmes aquatiques sans les perturber, et à plus long terme, des outils chirurgicaux micro-invasifs qui se déplacent à l'intérieur du corps humain avec la fluidité d'un organisme vivant. On n'en est qu'au début, mais cette recherche trace une direction radicalement différente. Pas des machines qui imitent le vivant, des machines qui intègrent le vivant. Et on termine avec ce qu'on vous avait promis dès le début, et c'est sans doute la recherche la plus profonde de toutes celles couvertes aujourd'hui, parce qu'elle ne parle pas seulement de robotique, elle parle de la façon dont votre cerveau et un robot peuvent fonctionner comme un seul système. Des chercheurs d'Oklahoma State University sous la direction du docteur Hemant Manjunatha viennent de publier un travail qui redéfinit la relation entre un humain et un robot. Leur système détecte les signaux d'erreur produits par votre cerveau et les utilise pour stopper ou corriger le robot avant même que vous ayez eu le temps de réagir physiquement. Voici la biologie derrière ça. Votre cerveau est un système prédictif. En permanence, sans que vous en soyez conscient, il génère des prédictions sur ce qui va se passer et compare ces prédictions avec la réalité. Quand il y a un écart, quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, une zone spécifique de votre cerveau déclenche une alarme automatique. Cette zone, c'est le cortex singulaire antérieur.
Et l'alarme qu'elle envoie, ça s'appelle un potentiel d'erreur, ou RRRP. Ce signal électrique apparaît dans votre cerveau environ 300 millisecondes après que vous avez perçu l'erreur. C'est involontaire, vous ne le contrôlez pas. Vous ne pouvez même pas l'inhiber si vous essayez. C'est là que le EEG entre en jeu. L'électroencéphalographie, le EEG, est une technologie qui mesure l'activité électrique du cerveau via des électrodes posées sur le cuir chevelu. Pas d'implant, pas de chirurgie, un simple casque portable. On utilise le EEG depuis des décennies en médecine pour détecter l'épilepsie, étudier le sommeil, diagnostiquer des troubles neurologiques. La nouveauté ici, c'est d'utiliser le EEG en temps réel pour capter un signal spécifique, le ERP, et le transmettre directement à un robot. Résultat concret, quand un opérateur humain perçoit que le robot fait une erreur, son cerveau génère un signal ERRP en 300 millisecondes. Ce signal est capté par le casque, interprété par l'algorithme et envoyé au robot, qui ralentit, s'arrête ou rend le contrôle à l'humain. Tout ça avant que votre main ait physiquement atteint le bouton d'arrêt d'urgence. Concrètement, votre intention de corriger le robot précède votre action physique de 300 millisecondes. C'est pas énorme en apparence, mais dans un environnement critique, une centrale nucléaire, une salle d'opération, un site d'inspection en eau profonde, 300 millisecondes peuvent être la différence entre un incident évité et une catastrophe. Les chercheurs regardent aussi bien au-delà de la sécurité industrielle. Ce même principe peut être appliqué aux prothèses bioniques et aux exosquelettes, des membres artificiels qui reçoivent directement l'intention cérébrale de l'utilisateur et commencent à bouger avant même que le patient ait eu conscience de décider de bouger. Pour des personnes amputées ou paralysées, c'est une interface qui se rapproche du naturel comme on ne l'a jamais fait. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est un article publié avec un prototype fonctionnel, des résultats mesurés, et c'est peut-être le début de quelque chose de très grand, une interface humain-machine qui ne passe plus par les mains, mais directement par le cerveau. Voilà pour ces actualités du jour. Un humanoïde coréen qui court à 12 km/h et fait le moonwalk grâce au Deep Reinforcement Learning et à la proprioception. Un robot chinois qui joue au tennis contre un vrai joueur avec seulement 5 heures de données d'entraînement. Un autre qui sprinte comme un athlète humain en maîtrisant la stabilité dynamique. Un robot nageur propulsé par de vrais muscles d'huître vivante, le premier biohybride marin de ce genre. Et un système EEG qui lit les signaux d'erreur de votre cerveau pour corriger un robot en 300 millisecondes. La robotique n'est plus dans les laboratoires, elle est dans les usines, sur les cours de sport, dans les océans et bientôt en lien direct avec votre cerveau. Laquelle de ces 5 actualités vous impressionne le plus? Dites-le en commentaire et dites-nous aussi ce que vous voulez qu'on approfondisse. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le bon moment. On se retrouve très bientôt. OpenAI a fusionné ChatGPT, Codex et son navigateur Atlas en un seul super app. En urgence. Parce qu'Anthropic est en train de les écraser. On vous explique tout. Mais on garde ça pour la fin. Parce qu'avant ça, Elon Musk vient d'annoncer l'usine à puces la plus grande de l'histoire. 25 milliards. Tesla, SpaceX, XAI. Génie ou arnaque? On tranche. Zuckerberg s'est construit un agent IA pour faire son boulot de CEO. Et dans la même semaine, il prépare de virer 20% de ses équipes. Le lien entre les deux, on vous l'explique. Oracle vient de décider de mettre à la porte jusqu'à 45 000 employés. Pas à cause d'une crise, à cause de l'IA qui fait leur travail à leur place. Maintenant, dans leur propre bureau. Et ChatGPT va bientôt vous bombarder de publicité. Le plus grand vendeur de pubs de Meta vient d'être recruté par OpenAI. Ce qui change pour vous, on vous le dit. 4 actus. Et ensuite l'actu principale. Celle que Sam Altman préférerait que vous ne sachiez pas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche et on commence. Bienvenue sur Parlons AI Tech. Aujourd'hui, on ne parle pas de tendances ou de prédictions vagues. On parle de décisions concrètes prises cette semaine par les personnes qui contrôlent l'avenir de la technologie mondiale. Des décisions qui vont affecter votre travail, vos outils et peut-être votre emploi. 5 actualités, 5 séismes. On commence. Samedi dernier, Elon Musk monte sur scène dans une ancienne centrale électrique désaffectée à Austin, Texas. Faisceau lumineux dans le ciel, le gouverneur du Texas dans la salle et une annonce qui a fait le tour de la planète en quelques heures. Il appelle ça Terrafab.
Une joint venture entre Tesla, SpaceX et XAI, son entreprise d'IA. Un investissement de 20 à 25 milliards de dollars et un objectif qui, franchement, donne le vertige quand on comprend ce que ça représente. Terafab vise à produire 1 TW de puissance de calcul par an. Pour vous donner une idée de l'échelle, toutes les usines de semi-conducteurs avancées du monde entier réunies produisent aujourd'hui environ 20 gigawatts. Terafab visera à lui seul 50 fois cette capacité. Musk a dit lui-même, toute la production mondiale actuelle ne représente que 2% de ce dont j'ai besoin. 2% de ce qu'il dit avoir besoin. L'usine produira 2 types de puces. La première pour les voitures Tesla et les robots humanoïdes Optimus, notamment les puces AI5, dont la production en petite série est prévue avant la fin 2026. La seconde pour des data centers dans l'espace, des satellites en orbite basse alimentés par des panneaux solaires qui formeraient le plus grand centre de données de l'histoire de l'humanité en orbite autour de la Terre. Et 80% de ce que Terafab va produire ira là-haut, dans l'espace. Les réactions dans l'industrie sont divisées. D'un côté, ceux qui disent que Musk a déjà réussi l'impossible avec SpaceX et Tesla et qu'il serait stupide de parier contre lui. De l'autre, des analystes qui rappellent que cet homme a promis 1 million de robotaxis en 2020, que ces délais ont une longue histoire de dérapage et que le bilan de Tesla est en chute libre depuis 2 ans en Europe et en Chine. Electrek, le média spécialisé sur Tesla, parle carrément d'une annonce qui sent le désespoir. Selon eux, Terafab serait surtout une tentative de coller Tesla, une entreprise automobile en difficulté, à la narrative des hyperscalers IA qui cartonnent en bourse. Peu importe qui a raison, la vraie question posée par Terafab dépasse Elon Musk. Elle est là. Qui va contrôler les puces qui font tourner l'intelligence artificielle? TSMC à Taïwan? Samsung en Corée? Ou un empire privé, construit par un seul homme, quelque part au Texas? La réponse à cette question va déterminer qui domine la technologie mondiale pour les 30 prochaines années. Elon Musk veut contrôler le hardware. De son côté, Mark Zuckerberg, lui, préfère une approche plus personnelle. Il a décidé de se construire quelque chose que personne d'autre n'a encore osé faire publiquement. Un agent IA pour l'aider à être CEO. Le Wall Street Journal l'a révélé cette semaine. Et c'est l'une des histoires les plus révélatrices de l'époque dans laquelle on vit. Mark Zuckerberg développe en ce moment un agent IA personnel, conçu sur mesure pour l'aider à diriger Meta. L'outil est encore en développement, mais il lui permet déjà de récupérer des informations beaucoup plus vite en court-circuitant les multiples couches hiérarchiques qu'il devrait normalement traverser pour avoir une réponse. Autrement dit, au lieu de convoquer une réunion, d'attendre un brief, d'attendre un compte-rendu et d'attendre une décision, l'IA lui remonte directement ce qu'il a besoin de savoir, en quelques secondes. Et sa vision à long terme, c'est que chaque personne chez Meta est son propre agent IA dédié. Une entreprise de 78 000 employés où chacun serait augmenté par une intelligence artificielle personnelle. C'est une vision qui paraît presque séduisante. Jusqu'à ce qu'on arrive à la deuxième partie de l'histoire. Parce que cette transformation a un coût très concret. Selon Reuters, Meta envisage de couper jusqu'à 20% de ses effectifs, potentiellement 15 000 à 16 000 personnes, directement liés aux investissements massifs en infrastructure IA que l'entreprise doit financer. Un porte-parole de Meta a dit que c'est de la spéculation. Mais dans une semaine où Oracle vire 30 000 personnes, où Block a déjà coupé 40% de son personnel et où des dizaines d'entreprises tech restructurent en citant l'IA explicitement, ce mot-là sonne de plus en plus vide. Ce qu'on voit avec Meta, c'est une tension que personne ne veut vraiment nommer à voix haute. Le dirigeant se construit un outil IA pour mieux gérer son entreprise, et cette même logique d'efficacité par l'IA justifie ensuite la suppression de milliers de postes humains. C'est le même mouvement, la même décision, juste présentée sous 2 angles différents. Difficile à entendre, mais c'est exactement ce qui se passe. Et Oracle vient de mettre des chiffres très concrets sur cette réalité. Oracle, 162 000 employés, des décennies de contrats avec les plus grandes entreprises et gouvernements du monde, un pilier de l'industrie tech mondiale. Et Bloomberg révèle cette semaine qu'Oracle prépare des licenciements massifs, entre 20 000 et 30 000 postes. Certaines sources internes évoquent même jusqu'à 45 000, ce qui en ferait le licenciement le plus important de toute l'industrie tech en 2026. 2 raisons expliquent ce choix. Et les 2 sont liées à l'IA, mais pas de la même façon. La première, c'est l'argent. Oracle dépense des milliards pour construire des data centers dédiés à l'IA. Ils ont signé un contrat de 300 milliards de dollars sur 5 ans avec OpenAI dans le cadre du projet Stargate.
Pour financer ça, ils ont besoin de libérer du cash. Et réduire la masse salariale, c'est le levier le plus rapide. La deuxième raison est plus froide encore. L'IA a déjà commencé à faire le travail à la place des humains chez Oracle. En interne. Pas dans le futur. Pas en théorie. Maintenant. Des informations qui ont fuité des équipes internes montrent que 47 administrateurs de bases de données ont été remplacés par 3 architectes seniors qui supervisent des systèmes automatisés. Ces systèmes détectent automatiquement 94% des incidents techniques. Des postes entiers qui existaient depuis des années, supprimés parce qu'un programme fait le même travail, plus vite, sans pause, sans congé, sans erreur. Et le détail qui résume tout, les personnes licenciées reçoivent des indemnités allant jusqu'à 18 mois de salaire. Ce qui signifie qu'Oracle sait très bien que ces métiers ne reviendront pas. Ce ne sont pas des compressions temporaires, c'est une restructuration permanente. Ce qui se passe chez Oracle, c'est un miroir de ce qui attend beaucoup d'autres secteurs. La même IA qu'Oracle vend à ses clients pour les rendre plus efficaces, c'est cette même IA qui est utilisée pour justifier le licenciement de ceux qui l'ont développée. C'est plus un débat philosophique sur l'avenir du travail, c'est un communiqué de presse et un chèque de départ. Et si vous pensiez que tout ça restait loin de vous, attendez la prochaine actu. Parce que celle-là va s'inviter dans votre quotidien chaque fois que vous ouvrirez ChatGPT. Ce 23 mars, OpenAI annonce le recrutement de Dave Dugan, ancien vice-président global client et agence chez Meta, l'homme qui gérait les relations avec les plus grands annonceurs du monde sur Facebook et Instagram. Il débarque chez OpenAI avec une mission claire, transformer ChatGPT en canal publicitaire à grande échelle. Les pubs arrivent dans ChatGPT dans les prochaines semaines, pour tous les utilisateurs des versions gratuites et Go aux États-Unis pour commencer. Voilà comment ça va fonctionner. Les publicités apparaîtront sous vos réponses, clairement identifiées comme sponsorisées, ciblées en fonction du contexte de votre conversation. Vous posez une question sur un voyage, une pub d'hôtel peut apparaître. Vous cherchez un outil de gestion de projet, une pub logicielle peut surgir juste en dessous. OpenAI dit que vos conversations resteront privées, que les annonceurs n'y auront jamais accès et que les pubs n'influenceront jamais les réponses de l'IA. Ces promesses, on les a entendues avant. Google les a faites, Facebook les a faites, et aujourd'hui, ces deux plateformes sont devenues les machines à ciblage publicitaire les plus puissantes de l'histoire. Entre les déclarations d'intention et la réalité après quelques années, il peut se passer beaucoup de choses. La logique financière derrière, elle est limpide. OpenAI perd de l'argent à grande échelle. La version gratuite est utilisée par des centaines de millions de personnes. Et recruter le spécialiste des grands comptes publicitaires de Meta, c'est pas un signal anodin, c'est pas un test, c'est une stratégie. Le vrai tournant ici est autant symbolique qu'économique. ChatGPT, qui s'est présenté depuis le début comme un outil neutre au service de l'utilisateur, vient d'entrer dans l'économie de l'attention. Comme Google en 2000, comme Facebook en 2007. L'outil devient une plateforme, la plateforme devient un marché. Et sur ce marché, l'utilisateur gratuit n'est pas le client, il est le produit. Maintenant, on arrive sur l'actu principale, celle qu'on vous a annoncée dès le début, celle qui explique pourquoi OpenAI, derrière toute sa communication bien huilée, est en train de vivre une crise stratégique silencieuse. On y est. Voilà, ce que personne n'aurait prédit il y a un an. OpenAI, l'entreprise qui a lancé la révolution ChatGPT, est en train de faire marche arrière sur une année entière de décisions produits. Et ils le reconnaissent eux-mêmes. Depuis 2025, OpenAI a lancé des produits dans tous les sens. Sora, leur générateur de vidéos. Atlas, leur navigateur IA. Codex, leur agent de programmation. Des intégrations e-commerce, des fonctionnalités audio. À chaque semaine, une nouvelle annonce, un nouveau truc, une nouvelle direction. Le problème, c'est que pendant que OpenAI jouait à être 10 startups différentes en même temps, Anthropic faisait exactement l'inverse. Ils ont mis toute leur énergie sur deux choses uniquement, les entreprises et le code, rien d'autre. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Anthropic capte aujourd'hui 73% de toutes les dépenses enterprise chez les nouveaux clients qui adoptent l'IA. OpenAI, 27%. Et ce mois-ci, Claude a dépassé ChatGPT comme application la plus téléchargée aux États-Unis. Ouais, l'application qui était synonyme de IA depuis 2022 vient de se faire doubler. Alors Fidjissimo, la CEO des applications chez OpenAI, envoie un mémo interne à ses équipes. Et dans ce mémo, elle écrit quelque chose d'assez brutal pour une entreprise de cette taille. Elle dit «
Nous ne pouvons pas rater ce moment parce que nous sommes distraits par des quêtes secondaires. Des quêtes secondaires, 1 an de développement produit, balayé en une phrase. La réponse concrète qu'ils ont choisie, tout fusionner. ChatGPT, Codex et le navigateur Atlas deviennent une seule application desktop. Un seul endroit, un seul agent IA capable de coder, de naviguer sur le web, d'analyser des fichiers et de rédiger des documents de façon autonome sans que vous ayez à jongler entre plusieurs outils. Imaginez ça. Vous arrivez le matin devant votre ordinateur. Vous dites à votre super app, prends ce rapport financier. Croise-le avec les dernières données du marché que tu trouveras en ligne. Génère une présentation et envoie-la à toute l'équipe avant midi. Et l'IA s'en charge, du début à la fin, sans vous demander de changer d'onglet. C'est l'objectif et c'est une réponse directe à ce que Anthropic a réussi avec Claude Code et leur outil Cowork qui génère déjà 2,5 milliards de dollars de revenus annualisés. Pas de date de lancement confirmée pour l'instant, mais les équipes ont été informées que ça arrive dans les prochains mois. Ce qui est clair, c'est qu'OpenAI a compris une chose qu'Anthropic savait depuis le début. Dans cette industrie, celui qui essaie de tout faire à la fois finit par ne rien faire correctement. La vraie question maintenant, c'est est-ce que ce pivot arrive à temps ou est-ce que Anthropic a déjà trop d'avance? Parce qu'une chose est certaine, quand une entreprise comme OpenAI déclare le code RAID en interne et réorganise toute sa stratégie produit en quelques semaines, ce n'est pas un ajustement, c'est une réaction de survie. On arrive au bout de cette édition, et si on prend du recul une seconde sur ces 5 actus ensemble, il y a un fil rouge qui relie tout ça. OpenAI réorganise tout en urgence parce qu'Anthropic les dépasse. Musk veut contrôler les puces qui font tourner l'IA mondiale. Zuckerberg se construit un assistant IA CEO pendant qu'il prépare les licenciements massifs. Oracle supprime des milliers de postes parce que l'IA fait le travail à leur place. Et ChatGPT entre dans l'ère de la publicité. C'est pas une série de coïncidences. C'est une seule et même transformation qui s'accélère. Une recomposition de qui détient le pouvoir, qui fabrique les outils et qui décide comment ils sont utilisés. Et cette transformation se joue maintenant, pas dans 10 ans. La seule chose qui change d'une personne à l'autre, c'est si vous regardez ça de loin ou si vous décidez de comprendre ce qui se passe pour en faire quelque chose. Cette chaîne existe pour que vous fassiez partie des seconds. Si vous avez regardé jusqu'au bout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche, on publie chaque jour. Partagez cette vidéo à quelqu'un dans votre entourage qui doit savoir ce qui se passe. Et dites-moi en commentaire, laquelle de ces 5 actus vous choque le plus? À demain. À demain. Jensen Huang, le PDG de Nvidia, vient de déclarer publiquement que l'AGI est atteinte. L'intelligence artificielle générale, celle qu'on nous dit depuis des années qu'elle n'existe pas encore. Et cette déclaration vient d'activer une clause explosive dans un contrat entre 2 des plus grandes entreprises du monde, avec des milliards en jeu. On décortique ça à la fin. La suite est tout aussi chargée. Une arrestation, une fermeture choc, une percée scientifique qui redéfinit ce qu'un cerveau humain peut faire, et une fonctionnalité que vous pouvez tester sur votre téléphone dès maintenant. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le bon moment, on est là tous les jours pour vous garder une longueur d'avance, c'est parti. On commence par quelque chose que vous allez pouvoir tester aujourd'hui même. Snapchat vient de lancer AI Clips. C'est une fonctionnalité disponible directement dans Lens Studio qui transforme n'importe quelle photo en vidéo animée ultra réaliste en quelques secondes. Vous prenez une photo, un portrait, un paysage, une scène du quotidien, et l'IA génère une vidéo fluide, cohérente, avec des mouvements naturels. Pas un simple effet de zoom ou de morphing, une vraie vidéo générée à partir d'une image fixe. Pour comprendre ce qui se passe techniquement, il faut saisir le défi que ça représente. Passer d'une image à une vidéo, c'est demander à une IA de deviner ce qui se passe dans le temps. Comment les cheveux bougent avec le vent, comment la lumière évolue, comment un corps humain se déplace de façon crédible. C'est ce qu'on appelle la génération vidéo conditionnelle. Le modèle part de l'image de départ et génère les frames suivantes en restant cohérent avec elle tout au long de la séquence. Pourquoi c'est important au-delà de l'effet waouh? Parce que Snapchat, c'est 800 millions d'utilisateurs actifs, dont une majorité de moins de 30 ans. Quand une fonctionnalité comme celle-ci arrive dans une application aussi massive, elle ne reste pas confidentielle longtemps. Elle redéfinit ce que les gens considèrent comme normal en matière de création de contenu, et elle arrive exactement au moment où OpenAI vient de fermer Sora. On y revient dans quelques secondes. Maintenant, un dossier qui ressemble à un scénario de film d'espionnage, sauf que c'est réel, documenté, et ça vient de rebondir de façon spectaculaire.
Wally Liao, cofondateur de Supermicro Computer, vient d'être arrêté en Californie. L'accusation, avoir organisé le transfert illégal de 2,5 milliards de dollars de serveurs équipés de puces Nvidia H200 et B200 vers la Chine en violation des lois américaines sur le contrôle des exportations. Ces puces sont sur liste noire. Les exporter vers la Chine sans licence fédérale, c'est un crime. Mais voici le détail qui transforme cette affaire en quelque chose d'encore plus stupéfiant. Ce n'est pas la première fois. Fortune a révélé que Wally Liao avait déjà été impliqué dans un scandale quasi identique il y a 20 ans, avec l'Iran cette fois. Entre 2001 et 2003, Supermicro avait exporté des serveurs, des cartes mères et des châssis vers l'Iran via les Émirats arabes unis, sans les licences requises. Même méthode, même entreprise, même homme. Pour comprendre comment le schéma fonctionnait concrètement, les serveurs chargés de puces Nvidia partaient des États-Unis vers une société anonyme en Asie du Sud-Est. Là, des employés filmés par des caméras de surveillance ouvraient les boîtes, retiraient les numéros de série et les étiquettes avec un sèche-cheveux, les replaçaient sur des serveurs factices vides et reconditionnaient soigneusement le tout pour tromper les inspecteurs douaniers. Les vrais serveurs repartaient ensuite vers la Chine dans des emballages d'apparence neutre. Ce stratagème avait même réussi à tromper un audit officiel du département américain du commerce. Résultat en bourse, l'action Supermicro a chuté de 33% en une seule journée. Les vendeurs à découvert, ceux qui avaient parié sur la chute du titre, ont encaissé 860 millions de dollars de gains en 24 heures. Ce dossier illustre quelque chose de plus large. La guerre des puces entre les États-Unis et la Chine ne se joue pas seulement dans les discours politiques et les salles de tribunal. Elle génère un marché noir massif, organisé, sophistiqué, avec des acteurs qui prennent des risques énormes pour contourner les restrictions. Et parfois, ces acteurs sont les mêmes depuis des décennies. Et maintenant, une annonce qui a pris toute l'industrie par surprise. OpenAI vient de fermer Sora, son générateur vidéo par IA, 6 mois à peine après son lancement. Sam Altman a confirmé la décision. Les ressources seront redirigées vers les modèles de nouvelle génération et les outils Enterprise, dans la perspective d'une introduction en bourse prévue fin 2026. ChatGPT ne génère plus de vidéos non plus. Pour resituer ce que représentait Sora, quand il a été présenté en février 2025, c'était une claque. La capacité à générer des vidéos réalistes à partir d'une simple description textuelle avait fait le tour du monde. Des séquences cohérentes, fluides, avec une compréhension du monde physique que peu de modèles avaient atteinte. Puis le lancement commercial s'était avéré plus laborieux que prévu. Des limitations sur les contenus, des problèmes de qualité sur certains types de vidéos, et une concurrence qui s'était intensifiée très rapidement, avec Runway, Kling et maintenant Snapchat et Eclipse. La conséquence directe de cette fermeture est spectaculaire. Walt Disney avait annoncé en décembre 2025 un investissement d'1 milliard de dollars dans OpenAI, avec la licence de 200 personnages iconiques. Mickey Mouse, Cinderella, Iron Man, les personnages Pixar. Tout ça pour les intégrer dans Sora. Sans Sora, pas d'accord. Disney a annulé totalement le partenariat. Aucun argent n'avait encore été transféré, le deal n'avait jamais été finalisé. Ce qu'on peut retenir de tout ça, OpenAI simplifie radicalement son portefeuille de produits avant son IPO. Moins de surface exposée, plus de profondeur sur ce qui rapporte. Coder, raisonner, agir en autonomie. La génération vidéo, pour l'instant, c'est plus leur priorité. On monte encore d'un cran, parce que ce que Neuralink vient d'annoncer dépasse franchement ce qu'on pensait possible à ce stade. La puce cérébrale de Neuralink, implantée chirurgicalement dans le cortex, peut désormais traduire l'activité neuronale directement en paroles audibles en temps réel. Pas du texte affiché sur un écran, des mots prononcés à voix haute, générés par un système IA à partir des signaux électriques produits par le cerveau d'une personne qui pense à parler, sans bouger les lèvres, sans émettre le moindre son. Pour comprendre ce que ça signifie, il faut partir de la base. Quand vous parlez, votre cerveau envoie des signaux vers vos muscles. Les cordes vocales, la langue, les lèvres. Ces signaux partent du cortex moteur, une zone bien précise du cerveau. Ce que Neuralink a réussi à faire, c'est intercepter ces signaux avant qu'ils n'atteignent les muscles. La puce enregistre l'activité électrique de centaines de neurones en même temps. Un algorithme d'apprentissage automatique décode ces patterns en temps réel. Et un synthétiseur vocal produit le son correspondant. Le tout en quelques centaines de millisecondes. C'est pas la première tentative dans ce domaine. Des équipes de l'Université de Californie avaient déjà produit des résultats similaires avec des électrodes de surface.
Mais la précision de l'implant Neuralink, combinée à la puissance de traitement embarqué, ouvre une qualité et une fluidité qu'on n'avait pas encore atteintes. Les implications pour les personnes atteintes de la SLA, la sclérose latérale amyotrophique, ou victimes d'un AVC avec paralysie sévère sont immenses. Des patients qui n'ont plus aucun moyen physique de communiquer pourraient retrouver une voix. Pas un système lent par eye tracking ou par clignement des yeux, une vraie voix, en temps réel. Neuralink a implanté sa puce chez plusieurs patients humains depuis début 2024. Les résultats progressent de façon constante et cette annonce marque un saut qualitatif majeur. On n'est plus dans le décodage de mouvements de curseur ou de lettres sélectionnées une à une, on est dans la parole. Et on arrive au sujet le plus explosif, celui qu'on vous avait promis dès les premières secondes, parce que ce que le PDG de Nvidia a lâché publiquement va faire parler pendant longtemps. Sur le podcast de Lex Fridman, Jensen Huang a dit cette phrase. Je pense que nous avons atteint l'AGI. Jensen Huang, le PDG de Nvidia. L'entreprise qui vaut 4 trillions de dollars et qui fournit les puces qui font tourner pratiquement tous les grands modèles d'IA de la planète. L'AGI, l'intelligence artificielle générale. Le concept qui désigne une IA capable de réaliser n'importe quelle tâche cognitive qu'un humain peut accomplir. Pas seulement jouer aux échecs ou générer du texte, raisonner, planifier, apprendre, s'adapter à des situations totalement nouvelles, dans n'importe quel domaine. C'est le Graal de la recherche en IA depuis des décennies. Et le patron de la compagnie la plus précieuse du monde vient de dire qu'on y est. Mais voilà où ça devient fascinant et légalement très intéressant. Jensen Huang s'appuyait sur une définition précise proposée par Lex Fridman pendant le podcast. Une IA capable de lancer, développer et gérer une entreprise technologique valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Et selon cette définition, des systèmes comme GPT 5,4 et Claude Opus 4,6 peuvent effectivement déjà accomplir l'essentiel de ce travail. Le problème, et c'est là que les avocats entrent en scène, c'est que OpenAI et Microsoft ont leur propre définition de l'AGI. Elle est inscrite noir sur blanc dans leur contrat de partenariat. Pour eux, l'AGI n'est atteinte que lorsqu'une IA peut générer 100 milliards de dollars de profit. Et ce contrat contient une clause explosive. Si l'AGI est officiellement atteinte selon leurs critères, Microsoft perd l'exclusivité sur les modèles OpenAI. Des milliards de dollars d'accès privilégiés et d'avantages contractuels s'évaporent du jour au lendemain. Jensen Huang n'a pas utilisé la définition d'OpenAI, il a utilisé celle de Lex Fridman. Mais sa déclaration publique va alimenter un débat qu'on ne peut plus éviter. Qui a le droit de déclarer que l'AGI est là? Quelle définition fait foi? Et quelles en sont les conséquences légales et financières pour les entreprises dont les contrats y font référence? Il y a quelque chose de plus profond derrière tout ça. Si vous acceptez la définition de Friedman et Wang, l'AGI n'est pas un événement futur. Elle est déjà là. Et la question n'est plus quand arrivera l'AGI, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'elle est là? Voilà pour ces actualités du jour. Snapchat qui transforme vos photos en vidéos ultra réalistes avec l'IA, disponible maintenant pour 800 millions d'utilisateurs. Le cofondateur de Supermicro, arrêté pour la 2e fois de sa vie pour smuggling de puces Nvidia, après l'Iran, la Chine, 2,5 milliards de dollars. OpenAI qui ferme Sora et perd 1 milliard de Disney dans la foulée. Neuralink qui traduit les pensées en paroles audibles en temps réel. Et Jensen Huang qui déclare que l'AGI est atteinte pendant que les avocats de Microsoft relisent leur contrat. L'IA n'est plus une technologie du futur. Elle est dans vos poches, dans vos cerveaux, dans les salles d'audience et au cœur des batailles les plus importantes de la décennie. Est-ce que vous pensez, vous, que l'AGI est déjà là? Dites-le en commentaire, j'adore lire vos réactions. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le bon moment. On se retrouve très bientôt. Ce matin, un événement sans précédent s'est produit à la Maison-Blanche. Un robot humanoïde a franchi les portes de la résidence présidentielle américaine. Il a marché sur le tapis rouge. Il a pris la parole devant les représentants de 45 nations. Et il est apparu aux côtés de la première dame des États-Unis. Sur Internet, une seule question a tout fait exploser. Lequel des deux est le robot? Nous vous racontons tout cela dans quelques minutes. Mais cette journée ne s'arrête pas là. Ce qui se passe en ce moment dans le monde de l'IA et de la technologie, vous n'allez pas y croire. On n'a pas une minute à perdre. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Nous publions tous les jours pour vous tenir au courant. Activez la cloche, c'est parti. Mais avant de parler de la Maison Blanche,
Commençons par une vidéo qui a été visionnée 3,6 millions de fois en moins de 24 heures. Franchement, ça mérite qu'on en parle. À Chicago, dans le quartier de Westtown, un robot de livraison autonome a percuté un abribus. La vitre a volé en éclats. Des débris sont éparpillés sur le trottoir. Et le robot continue sa route sans s'arrêter. Comme si de rien n'était. Quelqu'un a filmé la scène juste après. La vidéo est publiée sur X. En moins d'une journée, 3,6 millions de vues. Ce robot appartient à une société appelée Serve Robotics. Il fait partie d'un programme pilote lancé par la ville de Chicago pour tester la livraison de nourriture par robot dans les rues. Certains de ces robots sont surveillés à distance par un opérateur. Ceux de Serve roulent en grande partie seuls. Un humain n'intervient que si quelque chose se passe mal. Or, quelque chose s'est mal passé. L'élu du quartier a réagi rapidement en contactant la société pour lui rappeler que la sécurité des habitants primait sur tout le reste. Serve Robotics a indiqué qu'il travaillait à la réparation de l'abri de bus et qu'il enquêtait sur l'incident. Cependant, plus de 3700 personnes ont signé une pétition demandant le gel du programme jusqu'à ce qu'une véritable discussion publique ait lieu. C'est là que les choses deviennent intéressantes. En effet, dans de nombreuses villes, ces robots ont débarqué dans les rues sans vraiment demander l'avis des habitants. Si aujourd'hui il s'agit d'un abribus, qu'est-ce que ce sera la prochaine fois ? Un enfant qui sort de l'école ? Une personne âgée sur le trottoir ? C'est une vraie question, et elle mérite une réponse. Celle-ci vous touche directement, elle se trouve dans votre poche, sur votre iPhone. Apple a annoncé que Apple Maps commencerait à afficher des publicités payantes aux États-Unis et au Canada dès cet été. Oui, la carte que vous consultez pour trouver un restaurant, pour vous garer ou pour calculer un itinéraire, va bientôt afficher des publicités. C'est une attaque directe contre Google Maps. Google le fait depuis des années et génère des milliards grâce aux annonces locales. Apple veut maintenant jouer dans la même cour. Et avec plus d'1 milliard d'appareils Apple dans le monde, le terrain de jeu est immense. La vraie question que vous et moi devons nous poser est la suivante. Le restaurant qui apparaît en premier, est-il vraiment le meilleur du quartier ? Ou est-ce juste celui qui a payé le plus cher pour être visible ? Apple n'a pas encore révélé à quoi ressembleront ces publicités, mais la direction est claire, les services Apple ne sont plus de simples outils gratuits, ils deviennent des espaces commerciaux. Et cela marque un véritable tournant dans la façon dont Apple communique avec vous. La prochaine fois que vous utiliserez Maps pour chercher quelque chose, gardez cela à l'esprit. Ce matin, Elon Musk a posté 2 phrases sur X. 2 phrases seulement. Et en moins d'1 heure, elles avaient été vues par un demi-million de personnes. Il annonce que la prochaine version de Grok Imagine sera épique. Il affirme également que xAI double la mise sur son développement. Grok Imagine est le générateur d'images intégré à Grok, le modèle d'IA de xAI. Il est disponible sur X et s'intègre progressivement dans les Tesla. C'est aussi l'outil qui s'est retrouvé au cœur d'un scandale il y a quelques semaines, car il permettait de créer des deepfakes de personnes réelles sans leur consentement. La ville de Baltimore a d'ailleurs récemment porté plainte contre xAI pour cela. Alors quand Musk parle d'épique, on a le droit de se demander ce que cela signifie concrètement. Les images seront-elles plus réalistes, plus rapides à générer, ou est-ce qu'on va enfin voir des garde-fous sérieux pour éviter les dérives ? Doubler la mise dans la bouche de Musk signifie plus de ressources, plus d'ingénieurs et des délais plus courts. Il veut visiblement faire de Grok Imagine un concurrent sérieux de Midjourney ou d'Adobe Firefly. Et avec les moyens de xAI depuis la fusion avec SpaceX, il a toutes les cartes en main. Ce qu'il faudra surveiller dans les prochaines semaines, ce sont les mises à jour officielles de Grok, parce que si la mise à jour est déployée, elle se fera probablement sans faire de bruit dans les Tesla et dans l'application X, comme souvent avec lui. On entre dans le vif du sujet. Quelque chose qui va bien au-delà des gadgets et des annonces de PDG. Une intelligence artificielle a en effet résolu pour la première fois un problème ouvert de Frontier Math. Ce benchmark a été conçu par des mathématiciens de très haut niveau pour pousser les IA dans leur dernier retranchement. Les problèmes qu'il contient sont si complexes que même les meilleurs mathématiciens peuvent y passer des jours, voire des semaines. Jusqu'à présent, aucune IA n'avait réussi à en résoudre un seul, 0. Pas même les modèles les plus avancés.
Aujourd'hui, ça a changé. Le même jour, Jensen Huang, le patron de Nvidia, déclarait sur le podcast de Lex Fridman « Je pense que l'AGI est là, maintenant ». Mark Gubrud, l'homme qui a inventé le terme AGI il y a presque 30 ans, a pris la parole pour dire que ses affirmations tenaient la route. 3 choses. Tout cela s'est passé en une seule journée. L'AGI est-elle vraiment là? Franchement, cela dépend de ce que l'on met derrière ce mot. Wang parle d'une IA capable de créer et de gérer une entreprise d'1 milliard de dollars. Ce n'est pas exactement la même chose que de dire que la machine pense et ressent comme un être humain. Mais résoudre un problème de frontière mass, c'est un cap qui vient de tomber. Un cap que tout le monde pensait encore loin. Et tous ceux qui travaillent dans ce domaine depuis 20 ans vous diront la même chose. Donc croyez avoir plus de temps. On s'est peut-être trompé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, c'est le bon moment pour laisser un pouce bleu. Ça ne prend que 2 secondes et ça aide vraiment. Et maintenant, direction la Maison Blanche. Imaginez la scène. Vous êtes à la Maison Blanche. Le couloir qui mène à l'East Room. Un tapis rouge. Les caméras de dizaines de médias internationaux sont pointées vers l'entrée. On attend Melania Trump pour le sommet qu'elle a organisé sur l'éducation, la technologie et la protection des enfants. 45 nations sont représentées dans la salle. Melania arrive. Tailleur crème, talons assortis. Et à ses côtés, un robot humanoïde. Pas un gadget. Pas une installation artistique. Un vrai robot humanoïde qui marche, bouge et tourne la tête. De taille humaine. Une démarche presque fluide. C'est le modèle 03 de la start-up californienne Figure AI. Un robot conçu pour la maison, pour faire la lessive, la vaisselle et le ménage. Un robot conçu pour vivre avec vous. Et le voilà, qui marche sur le tapis rouge de la Maison Blanche. Il entre dans la salle. Il fait le tour de la table. Il se place au centre de la pièce. Il prend un moment, comme pour observer l'auditoire. Puis, il prend la parole. Merci, Première Dame Melania Trump, de m'avoir invité à la Maison Blanche. C'est un honneur d'être ici. Je suis Figure 03, un humanoïde construit pour les États-Unis d'Amérique. Je suis fier de faire partie de ce mouvement qui vise à donner aux enfants les outils dont ils auront besoin demain. Puis il salue l'audience dans 10 autres langues et repart calmement par où il est venu. Melania Trump le regarde partir, sourit et dit « Il est juste de dire que vous êtes mon premier invité humanoïde américain à la Maison-Blanche. » Brett Hadcock, le PDG de Figure AI, a immédiatement posté « Fier de voir F.03 entrer dans l'histoire comme le premier robot humanoïde à la Maison-Blanche. » Et Internet a eu sa propre lecture de tout cela. Les commentaires ont fusé sur X. Franchement, lequel des deux est le robot? Un autre, je ne vois vraiment pas la différence. Et un troisième, un peu plus cash, le robot avait l'air plus expressif. Au-delà des plaisanteries, ce moment a une réelle importance. C'est en effet la première fois qu'un robot humanoïde entre dans la Maison Blanche. Pas dans un laboratoire, pas dans une exposition, dans un événement diplomatique officiel, devant 45 nations. Le choix des mots n'est pas anodin. Un humanoïde construit pour les États-Unis d'Amérique. Melania Trump savait exactement ce qu'elle faisait. Elle envoie un message aux délégations du monde entier. La robotique américaine est là, elle est prête, et elle fait son entrée sur la scène internationale. Figure 03 est en compétition directe avec le robot Optimus de Tesla, Boston Dynamics et toute une série de modèles chinois qui progressent rapidement. Très vite. Le fait qu'un robot américain ait été choisi pour cet événement précis n'est pas le fruit du hasard. On est en train de franchir un seuil. Les robots sont dans nos rues, dans nos livraisons. Et maintenant, ils sont même présents dans les plus hautes sphères du pouvoir. La vraie question que tout le monde devrait se poser maintenant n'est plus « les robots vont-ils changer nos vies ?», mais plutôt « à quelle vitesse et avons-nous notre mot à dire là-dedans ?» Un robot à la Maison Blanche, une IA qui repousse les limites en mathématiques, des machines qui défoncent des abribus dans les rues, Apple qui transforme votre GPS en panneau publicitaire, et Musk qui promet du spectacle. Tout ça en une seule journée. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, laissez un pouce bleu si cette vidéo vous a appris quelque chose. Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus surpris. S'agit-il du robot de Chicago ou de celui de la Maison Blanche? Google vient de lancer Gemini 3.1 Flash Live,
Voix et vidéo en temps réel, simultanément avec une latence quasi nulle. C'est la réponse directe de Google à GPT-4 au live. Et si ce qu'ils annoncent tient en conditions réelles, la guerre pour l'assistant IA du quotidien vient de changer de visage. On décortique ça en profondeur à la fin. Et croyez-moi, ce qui vous attend dans cette vidéo avant d'y arriver est tout aussi explosif. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est maintenant le bon moment. On est là tous les jours pour vous garder une longueur d'avance. C'est parti. Mistral vient de lancer Voxtral, premier modèle de synthèse vocale du labo français. Et il est open source, disponible pour tout le monde. Voilà ce que ça fait concrètement. Vous lui donnez 3 secondes d'audio d'une personne et il recrée cette voix capable de lire n'importe quel texte, dans 9 langues, avec un rendu naturel. Avant ça, cloner une voix de façon convaincante demandait plusieurs minutes d'enregistrement. Là, 3 secondes. Le modèle capte immédiatement le timbre, le rythme, les intonations et les reproduit sans avoir besoin d'un réentraînement spécifique. C'est ce qu'on appelle le clonage zéro shot. Les applications honnêtes existent en jazz, redonner une voix à des personnes qui ont perdu la parole, automatiser le doublage, personnaliser des assistants vocaux. Mais le vrai problème avec Voxtral, c'est qu'il est téléchargeable gratuitement. N'importe qui peut l'installer. Et quand cloner une voix devient aussi simple qu'ouvrir une appli, les arnaques vocales, les faux messages, la manipulation audio deviennent déjà une réalité du quotidien. Les garde-fous n'existent pas encore. La technologie, elle, est déjà là. On passe à quelque chose de beaucoup plus silencieux, mais potentiellement bien plus grave pour des milliers d'organisations. LightLM vient d'être piraté. Si ce nom ne vous dit rien, voilà ce que c'est. Une plateforme que des milliers d'entreprises utilisent comme point d'entrée unique pour accéder à tous les grands modèles d'AIA en même temps. OpenAI, Anthropic, AWS Bedrock, Google Vertex, tout passe par là. Pratique, rapide à déployer. Mais en centralisant tous ces accès au même endroit, on crée aussi une cible de choix. Quand cette plateforme est compromise, ce ne sont pas les clés d'un seul service qui partent. Ce sont des clés OpenAI, des identifiants Anthropic, des accès AWS, tout exposé d'un coup. Un attaquant peut alors utiliser ces modèles aux frais des entreprises victimes, ou pire, lire des données confidentielles qui transitent dans les requêtes. Et c'est là que ça devient préoccupant à grande échelle. Beaucoup d'entreprises ont intégré l'IA très vite, parfois trop vite, sans auditer la sécurité de toute la chaîne. Viser un middleware qui centralise des milliers de connexions, c'est bien plus rentable pour un attaquant que de frapper chaque cible individuellement. Ce genre d'incident va se répéter. C'est une quasi-certitude. Techniquement dense, mais potentiellement l'une des avancées les plus concrètes de ces derniers jours. Google vient de présenter Turbo Quant, une technique qui permettrait de diviser par 6 la mémoire nécessaire pour faire tourner un grand modèle de langage sans perte de performance mesurable. Pour saisir ce que ça change, il faut partir du problème de départ. Les grands modèles d'IA sont massifs, des centaines de gigaoctets de données à charger en mémoire, des GPU hors de prix, des serveurs dédiés. Tout ça se répercute sur le coût des API, sur la facture des entreprises qui les utilisent et sur l'impossibilité de faire tourner ces modèles sur un ordinateur classique. La quantification, c'est la technique qui compresse ces données pour alléger le modèle. Le problème historique, plus on compresse, plus les performances baissent. TurboCamp affirme avoir cassé ce plafond. Si des équipes indépendantes confirment ces chiffres dans des conditions réelles, les conséquences sont directes. Des coûts qui chutent, des modèles puissants qui tournent sur du matériel ordinaire, et une vraie démocratisation de l'IA locale, pas juste sur le papier. Le code n'est pas encore disponible en open source, mais si ça tient, c'est une rupture économique, pas juste une amélioration technique. Un signal stratégique que beaucoup dans l'industrie ont sous-estimé cette semaine. DeepSeek, le labo chinois qui avait secoué le secteur en début d'année avec des modèles aussi performants que les meilleurs américains, mais développés à une fraction du coût, change de priorité. Fini la course frontale aux grands modèles généralistes. L'équipe concentre maintenant ses ressources sur les agents autonomes. La nuance mérite qu'on s'y arrête. Un modèle de langage, c'est un moteur de raisonnement. Il répond, résume, analyse. Un agent, lui, agit. Il enchaîne des actions, utilise des outils, navigue sur le web, remplit des formulaires, génère des rapports, exécute des workflows entiers sans qu'un humain intervienne à chaque étape. Et c'est précisément là que les entreprises sont prêtes à sortir le chéquier.
Est-ce que DeepSeek recule parce que la bataille des modèles est trop lourde avec les restrictions sur les puces Nvidia? Ou est-ce qu'ils ont simplement vu avant tout le monde où se trouvera la vraie valeur dans 12 mois? Les deux lectures se tiennent. Mais si la deuxième est la bonne, ce n'est pas un repli, c'est un coup d'avance. Et on arrive au sujet principal, celui qu'on vous avait annoncé dès les premières secondes. Google a lancé Gemini 3. Un flash live, un modèle pensé pour une seule chose, vous parler en temps réel. Il entend ce que vous dites, voit ce que vous montrez via la caméra et vous répond presque instantanément dans un échange voix et vidéo qui se veut aussi naturel qu'une conversation humaine. La comparaison avec GPT-4 au live s'impose d'elle-même. La démo d'OpenAI avait fait beaucoup de bruit, une IA qui percevait les émotions dans la voix, réagissait à ce qu'elle voyait, s'adaptait au rythme de l'échange. Sauf que beaucoup d'utilisateurs avaient déchanté quand le produit réel était sorti, bien loin de la promesse initiale. C'est exactement cette brèche que Google tente d'exploiter aujourd'hui. Ce qui change tout dans ce type d'interaction, c'est la latence, le délai entre le moment où vous finissez de parler et celui où l'IA commence à répondre. Passer 300 ou 400 millisecondes, la conversation s'en est faux. On sent qu'on parle à une machine. Les systèmes classiques accumulent les délais parce qu'ils découpent le traitement en étapes. Capter l'audio, le transcrire en texte, raisonner, générer une réponse, la reconvertir en voix. Chaque maillon ralentit l'ensemble. Gemini 3.1 Flash Live contourne ça en traitant directement les signaux audio et vidéo sans passer par autant d'étapes intermédiaires. Stratégiquement, Google n'a pas besoin d'être le premier à impressionner. Il a besoin d'être celui qui tient ses promesses en conditions réelles. Et c'est une position bien plus solide sur la durée. Un détail à ne pas manquer dans le nom, Flash. Chez Google, Flash désigne les modèles rapides et économiques, pas les plus puissants. Si la version légère est déjà capable de ça, ça veut dire qu'une version pro ou ultra avec les mêmes capacités temps réel et plus de profondeur de raisonnement est probablement en chemin. La vraie question ne sera plus quel modèle score le mieux sur un benchmark. Elle sera quel assistant on a envie d'utiliser tous les jours. Et sur ce terrain, un avantage même léger peut déplacer des millions d'utilisateurs. Voilà pour cette session d'actualité. Ce qui frappe quand on prend du recul sur tout ça, c'est que l'IA n'avance plus sur un seul front. Elle avance partout en même temps. Dans les voix, avec un outil capable de cloner une identité sonore en 3 secondes. Dans les infrastructures, avec une faille qui expose des milliers d'entreprises d'un seul coup. Dans les coûts, avec une technique qui pourrait être divisée par 6, ce que ça coûte de faire tourner un grand modèle. Dans les stratégies, avec la Chine qui change de cap et mise sur les agents, pendant que les autres se battent encore sur les modèles. Et dans les interfaces du quotidien, avec Google qui entre frontalement dans la bataille du temps réel face à OpenAI, ce n'est plus une technologie qui progresse dans les labos. C'est une réalité qui s'installe dans les entreprises, dans les téléphones, dans les décisions stratégiques des plus grandes puissances du monde. Une vraie question, c'est pas de savoir si l'IA va changer votre quotidien. Elle est en train de le faire. La question c'est, est-ce que vous êtes prêt à suivre le rythme? Est-ce que Gemini 3.1 Flash Live peut réellement tenir tête à GPT-4 au live en conditions réelles? Et parmi toutes les actualités d'aujourd'hui, laquelle vous semble la plus importante pour la suite? Dites-le en commentaire, j'adore lire vos réactions. Et si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez la communauté. On se retrouve très bientôt. Anthropic vient de laisser fuiter les détails de son prochain modèle d'IA. Et dans ses documents internes, l'entreprise elle-même écrit qu'il est dangereux. C'est le sujet principal de cette vidéo. On va aller au fond des choses ensemble. Mais avant d'y arriver, j'ai plusieurs actualités de cette semaine qui méritent qu'on s'y arrête. Des décisions prises par des acteurs que tu connais, des mouvements qui vont directement changer la façon dont tu utilises l'IA. Tu vas voir, ça va vite. Reste jusqu'au bout, et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et active la cloche. On est dans une période où il se passe quelque chose de nouveau chaque semaine, et tu ne veux pas être le dernier à le savoir. Google vient de sortir 2 outils dans Gemini qui visent directement le point faible de tous ses rivaux. Le problème qu'ils cherchent à régler, c'est celui que tout le monde a vécu. Tu passes des mois à utiliser ChatGPT ou Claude, l'IA apprend qui tu es, comment tu travailles, ce qui compte pour toi, et le jour où tu veux essayer autre chose, tu repars de zéro. Tout ce contexte accumulé, perdu. Google vient de couper ce frein. Gemini propose maintenant 2 façons de migrer. La première, c'est l'import de mémoire. Gemini te génère un prompt que tu colles dans ton ancien assistant. Cet assistant produit un résumé de tes préférences, tu le ramènes dans Gemini et c'est réglé.
Gemini sait qui tu es sans que tu aies à tout réexpliquer. La deuxième, c'est l'import d'historique complet. Tu explores tes conversations depuis ChatGPT ou Claude en format zip. Tu les envoies sur la plateforme d'import de Gemini. Jusqu'à 5 fichiers par jour, 5 gigaoctets chacun. Tes anciens échanges apparaissent dans Gemini, consultables, recherchables, supprimables. Ce qui est intéressant ici, c'est le timing. Anthropic avait fait exactement la même chose pour Claude il y a 3 semaines. Google a suivi dans la foulée. OpenAI n'a toujours rien sorti d'équivalent. C'est pas une coïncidence, c'est une guerre pour ta fidélité et la portabilité des données en est devenue le terrain principal. Disponible maintenant pour les comptes Gemini grand public, sauf en Europe, au Royaume-Uni et en Suisse pour l'instant. Cette course ne fait que commencer, mais avant de voir qui va en tirer profit, parlons d'un acteur qui vient de faire une entrée fracassante dans un territoire où personne ne l'attendait. Cohere, entreprise canadienne spécialisée dans l'IA pour les entreprises. Pas le premier nom qui vient à l'esprit quand on parle de reconnaissance vocale. Et pourtant, cette semaine, Cohere a sorti Transcribe, son premier modèle vocal. Et dès le jour du lancement, il prend la première place du classement OpenASR de Hugging Face avec un taux d'erreur de 5,42%. Pour te donner une idée, ça dépasse Whisper Large de OpenAI, Scribe de Eleven Labs, IBM Granite et Qwen 3. En évaluation humaine, les annotateurs ont préféré Transcribe dans 61% des cas face aux autres modèles testés. Ce qui rend ce modèle vraiment intéressant, c'est son gabarit. 2 milliards de paramètres seulement, il tourne sur un GPU qu'on peut acheter dans le commerce, qui peut l'héberger toi-même. Il gère 14 langues, dont le français, l'anglais, l'espagnol, le japonais, l'arabe et le chinois, et il traite 525 minutes d'audio par minute, ce qui est une cadence sérieuse pour un modèle de cette taille. Il a été entraîné sur 500 000 heures de paires audio-transcription, disponibles sous licence Apache 2.0, donc utilisable dans des projets commerciaux, et gratuit via l'API de Cohere. Un modèle bien conçu, sur un périmètre bien défini, peut aller chercher la première place sans avoir les ressources d'un géant. Retiens ce nom. On continue, parce que cette semaine, il s'est passé bien d'autres choses. Apple d'abord. L'entreprise prépare une refonte de Siri dans iOS 27, attendue pour la WWDC du 8 juin. Le système s'appellerait Extension et fonctionnerait comme un menu dans les réglages de l'iPhone qui liste tous les assistants IA que tu as installés. Claude, Gemini, Grok, Perplexity, Copilot. Tu choisis lesquels tu actives et ils s'intègrent directement dans Siri. Apple ne choisit plus un partenaire unique, il devient le point d'accès universel. Et au passage, il prend 30% sur les abonnements payants. Un mouvement d'une intelligence redoutable. Meta ensuite. Des chercheurs de l'entreprise ont publié un modèle open source capable de simuler l'activité cérébrale humaine, avec des résultats qui surpassent les méthodes classiques d'imagerie IRM fonctionnelle. Pas encore grand public, mais ça s'inscrit dans une ambition long terme très claire de Meta autour de l'IA et des neurosciences. Perplexity maintenant. La plateforme de recherche IA vient d'activer une fonctionnalité shopping pour ses abonnés. Tu lui décris ce que tu cherches, elle envoie des agents parcourir les sites marchands, vérifier les stocks, comparer les prix et te remettre un rapport structuré. L'IA arrête de répondre pour commencer à agir à ta place. Et enfin Wikipédia. Les éditeurs bénévoles de la version anglaise viennent de voter pour interdire tout contenu rédigé par une IA sur le site. Le vote était quasi unanime, 40 voix pour, 2 contre. La résistance humaine à l'automatisation de l'information s'organise et Wikipédia vient d'en prendre la tête. Maintenant qu'on a fait le tour de la semaine, on arrive sur le sujet pour lequel tu es peut-être resté. La fuite anthropique, ça vaut l'attente ? Le 26 mars 2026, Anthropic fait une erreur de configuration sur son système de gestion de contenu. Résultat, près de 3000 documents internes se retrouvent accessibles publiquement via une URL non sécurisée. Des brouillons d'articles, des annonces non publiées, des PDF internes. 2 chercheurs en cybersécurité, Roy Paz de LayerX Security et Alexandre Powells de l'Université de Cambridge, tombent dessus indépendamment et transmettent tout au magazine Fortune. Anthropic est prévenu, coupe l'accès, reconnaît une erreur humaine. Mais c'est trop tard. Parmi ces documents, le brouillon d'annonce d'un nouveau modèle. Son nom public prévu, Claude Mythos. Son nom de code interne, Capybara. Ce modèle crée un nouveau palier dans la gamme Anthropic, au-dessus d'Opus. Jusqu'ici, la hiérarchie était Haiku, Sonnet, Opus. Capybara s'installe au-dessus. Plus grand, plus capable, plus cher, plus lent.
Comparé à Claude Opus 4,6, le document affirme que Capybara obtient des scores nettement plus élevés sur les tests de codage, de raisonnement et de cybersécurité. Anthropic a confirmé à Fortune qu'il s'agit du modèle le plus capable jamais sorti par la compagnie. Jusque-là, c'est une annonce de modèle comme il en sort régulièrement. Sauf que le document ne s'arrête pas là. Anthropic n'annonce pas ce modèle en se félicitant. Elle s'en inquiète. Le brouillon indique que Claude Mythos est en avance sur tout autre modèle d'IA existant en matière de capacité offensive en cybersécurité. Et que ce modèle préfigure une vague de systèmes capables d'exploiter des failles logicielles plus vite que les équipes de défense ne peuvent les corriger. Pour que tu comprennes ce que ça veut dire concrètement, en mars 2026, Anthropic avait annoncé qu'Opus 4,6 avait identifié 22 vulnérabilités dans Firefox en 2 semaines, dont 14 critiques, et plus de 500 failles inédites dans des logiciels open source pourtant largement testés depuis des années. Claude Mythos, c'est le palier au-dessus de ça. Dans le document, Anthropic écrit vouloir agir avec une prudence particulière avant tout lancement. L'accès anticipé sera réservé à des organisations spécialisées en cybersécurité défensive pour qu'elles puissent se préparer. La compagnie dit aussi vouloir publier ses résultats d'évaluation pour que le secteur puisse anticiper. Mais voilà ce que tout le monde retient de cette histoire. Anthropic est l'entreprise qui publie des politiques de déploiement responsables. Celle qui teste ses modèles pour les risques biologiques et cyber avant chaque sortie. Celle qui se positionne comme la plus rigoureuse du secteur depuis le départ. Cette même entreprise vient d'exposer ses documents les plus sensibles à cause d'un problème de configuration basique sur son propre site web. Si l'acteur le plus prudent de toute l'industrie ne sécurise pas ses propres brouillons, la question est légitime. Qui peut vraiment sécuriser ces modèles ? Les marchés ont réagi vendredi matin. Les actions des grandes entreprises de cybersécurité ont pris un coup. La logique est directe. Si une IA peut détecter et exploiter des failles mieux qu'une équipe humaine, le modèle économique de la cybersécurité traditionnelle est en question. Claude Mythos n'est pas encore sorti, mais cette semaine, Anthropic a montré malgré elle ce qui arrive. Et ça ouvre une conversation qu'on ne peut plus éviter. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un like, ça aide vraiment. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et dis-moi en commentaire, est-ce qu'on peut faire confiance à Anthropic pour gérer Claude Mythos de façon responsable ? Je lis tout. Voilà pour cette semaine. Google qui casse les verrous entre plateformes. Cohere qui prouve qu'on peut arriver premier sans être le plus gros. Apple qui transforme Siri en plateforme ouverte. Wikipédia qui tire la sonnette d'alarme sur la qualité de l'information. Et Anthropic qui, par accident, nous montre que son prochain modèle est peut-être le plus puissant et le plus préoccupant qu'elle ait jamais construit. Les règles changent d'une semaine à l'autre. Ce qui semblait acquis hier ne l'est plus aujourd'hui. On se retrouve très vite pour la prochaine. Prends soin de toi.